Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir pour ce talk. Ravi de donner de la visibilité à ce beau sujet sur un salon comme Vivatech, sur ce beau stand de PwC, et puis avec deux invités, vous allez voir, aussi inspirantes qu'engagées. Donc, le monde du travail, on le sait, il est en pleine mutation, en pleine évolution. Les enjeux de santé et d'inclusion de performance sont plus que jamais liés. Donc, on va prendre le temps ensemble de s'interroger sur ce que la tech peut faire, sur ce que les startups peuvent mettre en place pour accompagner les femmes dans leur épanouissement au travail. Donc pour nourrir cette réflexion, j'ai en effet la chance d'être très bien accompagné par deux invités, deux femmes qui font bouger les lignes, chacune à leur manière. Donc Fatoumata Ali, tu es fondatrice de Ninti, une startup qui est pionnière et qui agit pour la santé des femmes au travail. Bienvenue pour ce talk. Merci. Et Fatou Ndiaye, tu es fondatrice de la Fresque de l'équité, un atelier collaboratif qui sensibilise aux enjeux d'égalité femmes-hommes et qui transforme les cultures d'entreprise, rien que ça. Merci d'être avec nous et merci d'avoir fait le trajet pour nous avoir rejoints sur ce talk. Merci pour l'invitation. Donc on a à peu près 25 minutes, un peu moins d'une demi-heure, pour explorer ensemble les freins, les leviers et surtout les perspectives d'un futur du travail qui serait plus inclusif, plus sain et plus équitable. Alors avant de parler des solutions, commençons déjà par parler du problème. Essayons de poser quelques éléments de décor. C'est quoi d'après vous les principaux freins qui empêchent encore aujourd'hui les femmes de s'épanouir pleinement dans leur vie professionnelle? On commence avec toi, Fatoumata. Bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci, Emmanuel, pour cette invitation. Alors avant de commencer, je vais vous inviter à faire un pas de côté. Jusqu'à il y a 150 ans, quand une femme allait voir un médecin et qu'elle disait qu'elle avait des douleurs, quelles que soient ces douleurs, elle avait systématiquement un diagnostic d'hystérie. Donc je vous raconte cette histoire parce que pour moi, le plus grand frein, c'est le stigma. C'est cette invisibilisation dont on a hérité, qui fait partie de nos cultures, qui est assez universelle en fait quand on y pense, et qui perpétue un manque de prise en charge, un manque d'investissement sur les sujets liés à la santé des femmes. En 1993, les femmes rentrent dans les essais cliniques. Jusqu'en 1993, on n'était pas dans les essais cliniques, donc les médicaments, quasi systématiquement, n'étaient pas testés sur des corps féminins. Ce qui explique pourquoi les femmes ont plus d'effets secondaires, souvent. Ce qui explique pourquoi on a moins de cures, c'est-à-dire que quand on va avoir de l'endométriose qui a été découvert en 1860, aujourd'hui en 2025, on n'a toujours pas de médicaments, malgré que ça touche 10 à 15% des femmes. Et des conditions et des états gynécologiques comme l'endométriose qui n'ont pas de médicaments qui sont spécifiques aux femmes, je peux vous en citer une dizaine là tout de suite, mais on n'a pas beaucoup de temps. Donc ça explique aussi d'où on part, et cette stigmatisation, ce manque de financement, ces errances de diagnostic que subissent 50% de la population ont des conséquences dans le monde du travail par plusieurs aspects, du présentéisme, de l'absentéisme, du désengagement, des fois de la démission, ce qui est documenté dans la littérature académique. Et nous, notre conviction et en tout cas notre engagement au quotidien, c'est de faire en sorte que ces sujets soient d'une part plus lisibles, plus visibles, donc moins de stigma, et ensuite qu'ils soient plus financés et accompagnés pour permettre aux femmes de ne plus faire de compromis entre leur santé et leur carrière. Bonjour à toutes et à tous, enchantée et ravie d'être là avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec Fatoumata sur le fait que les biais, notamment les biais inconscients, sont un énorme frein pour les carrières des femmes. Et moi, je vais vous donner un regard un peu plus du coup côté pro, côté entreprise. Aujourd'hui, en France, on n'a que 26% de femmes dans des métiers d'encadrement, donc dans des postes d'encadrement. On a 0 femmes PDG dans des boîtes du CAC 40. Enfin voilà, les femmes ne sont pas représentées à des niveaux de leadership. Parce qu'en fait, pour arriver à des niveaux de leadership, 1, il faut travailler, et 2, il faut monter les échelons. Et donc pour ça, il faut avoir les bonnes compétences, il faut avoir le bon réseau, il faut également avoir l'envie de monter ces échelons. Si on regarde le monde de la tech, aujourd'hui, 1 femme sur 2 quitte la tech avant 35 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a un problème dans le monde de la tech qui fait que les femmes n'y sont pas. Mais si on repense à ce que vient de dire Fatoumata, si on n'a pas de femmes dans la tech, ça veut dire qu'on n'a pas de femmes qui créent de la tech. On a donc une tech qui va être créée, qui va être genrée, et qui va être du coup genrée au masculin.
Donc ça, c'est quelques-unes des problématiques et des freins qu'on a aujourd'hui dans la société, des biais conscients et inconscients côté homme, côté femme. On a toute une culture qui a été créée autour du patriarcat. Donc c'est notamment la notion d'androcentrisme. La société a été centrée sur les hommes. Et donc aujourd'hui, il y a plein de choses à changer, mais ça commence par nous changer nous. Donc en fait, changer ces croyances qu'on a depuis l'âge de 4 ans, c'est très très dur. Merci. Et justement, on voit bien le stigma, on voit l'importance de la culture et des biais. Mais alors, est-ce que et on voit bien qu'il y a un sujet, si jamais parmi vous, il y en a qui... Alors parmi vous, peut-être pas, vous êtes certainement sensibles au sujet, mais certaines ou certains qui se poseraient encore la question de pourquoi on doit parler de santé des femmes au travail. Donc il y a des sujets de stigma, de biais, de culture. Mais est-ce que justement, ça reste, on voit l'importance du sujet, est-ce que ça reste quand même toujours un angle mort un peu des politiques d'entreprise ou des politiques RH? Et puis, est-ce qu'on parle des biais? Mais depuis le temps qu'on en parle, j'ai envie de dire, j'espère qu'on a progressé et que les biais ont reculé. Ou est-ce que finalement, ça reste encore un sujet un frein à l'évolution professionnelle des femmes? Je peux rebondir sur la question. Est-ce que les biais sont toujours aujourd'hui un frein dans la société et dans les entreprises? Réponse, je pense elle est unanime, oui. Qui n'est pas d'accord, levez la main. Donc on est d'accord que c'est en effet une problématique sur laquelle on doit travailler. Après, oui, les choses avancent. L'une des façons pour lesquelles, pour moi, je trouve en tout cas que ça a avancé, c'est qu'on a de plus en plus de femmes qui ont ces métiers d'encadrement, qui ont donc du pouvoir dans les entreprises et qui donc peuvent prendre des décisions qui permettent de faire avancer les choses. Par exemple, moi j'ai créé la fresque de l'équité, donc on a formé des collaborateurs dans plus de 100 entreprises en France et on leur demande toujours quelles actions vous avez déjà faites et quelles actions vous souhaiteriez faire. Une action qui est très simple, qui a été mise en place dans beaucoup d'entreprises, c'est d'avoir des protections menstruelles dans les toilettes. J'étais sur TikTok il y a 2 jours et il y a une femme qui disait mais vous savez, nous on met des protections menstruelles, mais c'est pour la société, hein, sinon nous on pourrait saigner sur les bancs, sur le banc blanc là, de PwC, ça nous pose aucun problème. Donc en fait c'est une question de société, donc la société devrait s'engager et donc les entreprises également. Donc les protections menstruelles devraient être gratuites. Et de l'autre côté, les entreprises peuvent nous dire oui mais du coup si on donne ça aux femmes, qu'est-ce qu'on donne aux hommes? Je dis mais mettez aussi des protections chez eux, je veux dire... ça ne les dérangera pas et en tout cas nous on en aura, c'est de l'égalité. Mais moi mon sujet c'est pas l'égalité, c'est l'équité, c'est de pouvoir avoir un traitement différencié en fonction de ses besoins. Les femmes ont besoin d'avoir une adaptation au niveau de l'entreprise qui est du coup complètement naturelle et qui permettra de se sentir bien dans son corps, d'enlever des tabous, d'éviter de courir à Monoprix pendant la pause déj pour aller s'acheter des protections. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Et je suis complètement d'accord sur une des questions en tout cas que les DRH nous posent le plus, c'est pourquoi la santé des femmes? Pourquoi pas la santé des hommes? Est-ce que votre sujet n'est pas discriminant? Et à chaque fois qu'elles entendent ce chiffre de les femmes sont rentrées dans les essais cliniques en 1993, je dis elles parce que la grande majorité des RH et des DRH avec lesquels on échange sont des femmes, elles sont toutes surprises et vraiment elles réalisent tout de suite à quel point les femmes ont été défavorisées au niveau de leur santé et de leur prise en charge. Donc je pense qu'un des premiers sujets, c'est de ne pas mettre en compétition en fait les conditions, les pathologies, les genres, mais c'est de simplement réaliser que sur certains sujets, comme le sujet de la santé des femmes ou le financement pour la recherche par exemple, on n'a que 6% de toute la recherche dans le monde qui va à des pathologies spécifiquement féminines, quand bien même on représente 50% de la population. Sur 6%, on a 5% sur le cancer et 1% sur toutes les autres pathologies et toutes les autres conditions. Donc c'est aussi ça qui doit nous interpeller, c'est pas se mettre en compétition, mais c'est plutôt comprendre que certaines personnes partent avec une posture favorisée et c'est comment est-ce qu'on arrive à rééquilibrer, et le mot équité moi me parle beaucoup parce que c'est une question de rééquilibrage et non pas de discrimination, et là encore il faut faire beaucoup d'éducation, de prise de conscience auprès des dirigeants qui in fine sont les personnes qui peuvent signer les chèques pour dire si on investit ou non sur la santé des femmes en entreprise. Alors justement, c'est marrant parce qu'on parle de santé des femmes, mais on ne peut pas s'empêcher de parler de la place des hommes sur ce sujet et en quoi c'est pas discriminant de se justifier et de devoir expliquer. Mais alors du coup, les hommes, ils sont où là, dans cette transformation? Est-ce que c'est des alliés, c'est des moteurs? Est-ce qu'ils sont encore trop souvent absents? Vous avez parlé du milieu de la tech qui est très masculin, du milieu peut-être des dirigeants, des gouvernants, des financeurs qui est aussi très masculin. Mais alors voilà, c'est quoi la place des hommes dans le sujet de la santé des femmes? Elle est essentielle.
essentiel et moi j'ai vraiment envie que les hommes ne soient plus des alliés à la marge, mais qu'ils deviennent des alliés au cœur. Et je n'ai aucun homme à qui j'ai dit que j'ai partagé cette information sur le fait que les femmes sont rentrées dans les essais cliniques en 1993 qui m'a dit qu'ils trouvaient ça normal. Ils étaient tous surpris, choqués, des fois un peu dubitatifs, donc ils vérifiaient sur Google, même des médecins, même des professeurs dans de très grands établissements à l'hôpital. Et on invite vraiment en fait les hommes à être au cœur parce que d'une part, ils sont ceux qui détiennent la majorité du capital. Quand on parle de ce sujet d'investissement sur la recherche, d'investissement en entreprise sur ces thématiques, certaines femmes nous disent je suis dans une entreprise où c'est vrai que bon, je suis la seule femme au COMEX, je ne vais pas aller parler de ma ménopause et de mes hormones et de mes bouffées de chaleur parce qu'on a des fois des réactions qui peuvent nous mettre mal à l'aise. On a très peur, beaucoup de femmes nous disent je ne veux pas être stigmatisée, je veux être vue comme je suis avec mes compétences et ramener ce sujet quand bien même il a des conséquences sur mon bien-être et sur mes progressions de carrière, mais en fait, je ne me sens pas d'en parler. Et moi, j'invite les hommes à en parler, en fait, quand ils entendent voilà, des collègues qui disent bon, ben, un congé maternité, c'est quand même pas cool, ça coûte un peu cher. En fait, de leur expliquer. Et j'invite vraiment les hommes à être plus vocaux sur ces sujets et à ne pas avoir peur d'être maladroits. Parce que sans leur posture au centre, ça va être très difficile de pouvoir faire bouger les lignes, en fait. Donc, un rôle essentiel pour moi. Et d'ailleurs, on a quelques individus masculins parmi nous. Donc, merci, messieurs, d'être sur ce sujet. On compte sur vous aussi pour en parler autour de vous et être ces relais dont tu parlais. Fatou, tu peux peut-être réagir, toi aussi, sur la place des hommes. Tu nous as déjà dit, en effet, la tech est c'est un univers très masculin, pour ne pas dire masculiniste, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire ? Moi, j'ai une anecdote à vous partager. J'ai reçu un coup de fil d'une entreprise dont on était allé animer un atelier et ils viennent vers nous, ils nous disent, vous savez, la semaine dernière, il y a une femme dans l'entreprise qui en fait était dans son bureau et elle commence à avoir des nausées, elle commence à avoir des vertiges, elle était hyper essoufflée et en fait, ils ont appelé les pompiers et tout de suite, ils se sont rappelés d'une carte qu'on avait présentée pendant l'atelier. Et cette carte dit il faut en moyenne 1 heure de plus aux femmes plus que les hommes, pour être prises en charge quand elles vont aux urgences pour une maladie cardiovasculaire. Principalement parce qu'en fait, les traitants ne connaissent pas les symptômes et la femme non plus ne connaît pas les symptômes. Donc pendant l'atelier, on avait partagé les symptômes. Et en fait, ce monsieur se rappelait des symptômes dont on avait parlé pendant l'atelier. Et c'est comme ça qu'il a pu, du coup, bien briefer les pompiers en disant on pense que c'est un arrêt cardiovasculaire parce que voilà les symptômes qu'elle a. Et donc c'est vraiment ce qui s'était passé. Et là, on s'est rendu compte que c'est hyper important que tout le monde dans la société, femmes et hommes, s'intéresse à ces sujets-là, parce que c'est un sujet, encore une fois, de société. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Nous, notre plus gros combat, c'est d'avoir des hommes qui animent cette fresque de l'équité, ou des hommes qui y participent. On a fait un atelier pour une grande marque industrielle, et j'arrive dans la salle et j'avais 8 femmes. Je leur demande, mais pourquoi il n'y a pas d'hommes dans cette boîte alors que vous êtes 80% d'hommes ? Et là, on me répond « Ah oui, mais quand on a entendu parler de l'atelier, fresque de l'équité, égalité femmes-hommes, nous, on a compris que c'était pour les femmes. » Et là, on s'est dit, c'est-à-dire que les hommes ont compris aussi que c'était pour les femmes, et c'est pour ça qu'il n'y avait pas de femmes. Et par contre, quand les hommes viennent, et c'est exactement ce que tu disais par rapport à la fameuse date où les femmes ont pu intégrer les essais cliniques, quand les hommes sont au courant des problématiques, du coup, ça devient naturellement des alliés. Et un autre chiffre important, par rapport, quand on met en place des activités de D&I, donc diversité, équité, inclusion dans une entreprise, quand les hommes font partie de la solution et sont actifs, on a 96% de chances de plus que l'atelier ou que la mise en place et que la solution mise en place fonctionne, versus 31% quand les hommes ne sont pas intégrés à la solution. Aujourd'hui, les hommes ont le pouvoir. Ils ont 74% des postes de direction. Si on n'arrive pas à les intégrer à cette solution-là, si on n'arrive pas à leur montrer qu'en fait, ils font partie de la solution et qu'ils souffrent du problème. Combien d'hommes veulent prendre des congés paternité, mais quand ils le disent en entreprise, « Oh non, mais tu vas pas partir, tu vas faire quoi de toute façon chez toi, ta femme qui vient d'accoucher, c'est pas toi ?» Donc en fait, c'est un problème pour les pères, c'est un problème pour les hommes en général. Donc c'est à nous de réussir à leur créer cette place-là. Et c'est aussi à vous, hommes, de prendre le sujet en main et d'en parler à vos copains et de leur dire de venir aux ateliers.
Fatoumata, est-ce que tu me parlais un petit peu plus de Ninty parce que si on veut parler de solutions concrètes qu'on peut mettre en place, que la tech, les startups peuvent mettre en place, est-ce que tu peux nous parler de toi, ce pourquoi tu agis au quotidien au sein de Ninty et justement des exemples d'impact peut-être ou de comment Ninty apporte des solutions à ce sujet? Merci. On a cofondé Ninty il y a 3 ans et demi, c'est notre 4e année. On est encore là. Je ne sais pas comment on a fait, mais on est encore là. Et c'est à la fois partie d'histoires personnelles, donc d'errance de diagnostic, de parcours PMA, de fausses couches, de deuil périnatal avec ma cofondatrice Olga. On vient aussi du monde de l'entreprise. Donc notre premier réflexe a été de se dire... On a une intuition, on était encore dans la pandémie, même si on avait trouvé le vaccin, que ce sujet de la santé des femmes est un sujet qui a des conséquences sur les progressions de carrière des femmes. Mais c'était une intuition, et on s'est dit, il faut valider cette intuition. Et on a commencé à lire de la littérature académique, économique, scientifique. Et depuis 1960, il y a des études sur le sujet qui nous disent... qu'on a un des premiers impacts liés à l'invisibilisation de la santé des femmes en entreprise, c'est le présentéisme. On a trouvé une étude du NHS, qui est l'équivalent de l'assurance maladie au Royaume-Uni, qui nous dit que sur la seule condition qu'est l'endométriose, donc c'est une, donc on ne parle pas de toutes les autres conditions spécifiques aux femmes, donc qui ne touchent pas les hommes, on a 11 milliards de pertes en termes de gains de productivité pour la société. Et toute la donnée était là. Donc on s'est dit, en fait, si toute la donnée est là, c'est que tout le monde est au courant. Et un peu naïvement, on s'est dit, les entreprises sont au courant, on va aller leur parler, on va trouver une solution, on va régler tout ça. Et en fait, nos premiers échanges avec les DRH, en fait, ils ne savaient pas que c'était un problème. La grande majorité découvrait le problème. Et là, on a réalisé que notre sujet, avant de proposer une solution qui va soutenir, accompagner, il fallait proposer une solution qui allait créer de la prise de conscience et qui allait utiliser la donnée pour la mettre au service des décisions et de la priorité. Donc on a un questionnaire qu'on met à disposition des entreprises, des collaborateurs, des collaboratrices pour déjà mesurer les états gynécologiques qui existent en entreprise et comprendre en fait l'impact en fait de ces états gynécologiques sur la productivité et la performance. On fait des focus group avec des salariés parce qu'on demande d'aller à la source, donc pour vraiment présenter et comprendre comment est-ce que dans une usine qui a 10% de femmes, la santé des femmes va avoir des répercussions sur les gains de productivité. Comment est-ce que dans une entreprise, dans le retail, qui va avoir 98% de femmes, beaucoup de vendeuses en boutique, comment est-ce que ça va avoir des conséquences aussi sur la performance et la productivité. Donc une fois qu'on a cette donnée, en fait, on va pouvoir proposer des solutions clés en main, de sensibilisation, d'ateliers, de conférences et de soutien. Donc là, on a aussi une messagerie en ligne avec des patientes expertes qui peuvent répondre aux femmes et les accompagner. Et moi, j'ai plein de souvenirs, mais le souvenir là qui me vient tout de suite, c'est l'année dernière, on fait des ateliers, on a plus de 200 personnes qui viennent dans une boîte du retail, et on a le CEO qui est au milieu et qui se met en bas et qui reste pendant tout l'atelier. Les syndicats étaient ravis. Et je vois la DRH cette année et elle me dit, après votre atelier, on a des femmes qui sont venues nous voir pour nous dire qu'elles ont pris rendez-vous chez le gynécologue parce qu'elles n'y étaient pas allées depuis des années. Et quand on connaît, en termes de prévention, l'impact que ça peut avoir de ne pas prendre son rendez-vous chez le gynéco. Donc prenez votre rendez-vous chez le gynéco, je passe un message rapidement. Mais voilà, donc ça pour nous, c'était en termes de mesures d'impact assez incroyable. Donc je m'arrête là parce que j'ai plein de choses à dire. Mais merci de ce partage. Et justement, donc, pour passer à l'action, il faut déjà une prise de conscience. Finalement, la fresque de l'équité, c'est ça. Mais alors la question, c'est au-delà de cette prise de conscience possible grâce à la fresque, comment tu fais pour engager les participants pour ensuite aller justement dans l'action? Très bonne question. J'allais sortir ma carte Joker. Attention. Donc c'est cette carte défi. Donc pour la petite histoire, moi je suis persuadée que chacune des personnes assises là, debout ici, peut agir pour changer les choses. Ça j'en suis sûre à 100%. Mais il faut comprendre, et donc c'est exactement ce que vient de dire Fatoumata, il faut être sensibilisé, il faut comprendre quels sont les problèmes, il faut comprendre quels sont les mécanismes qui se mettent en place, il faut comprendre les enjeux et comprendre les causes pour pouvoir passer à l'action.
Donc nous, cette fresque de l'équité, c'est un atelier qui dure 2h30, 1h15 dédié à la sensibilisation, où grâce à un arbre à cause, on part des conséquences. Donc qu'est-ce qui se passe dans la société? On a des chiffres forts, on a des sources qui sont complètement acceptées et connues, et on remonte petit à petit pour comprendre quels sont les comportements qui amènent à ces conséquences, quelles sont les croyances qui nous ont amenés à ce comportement, et comment est-ce qu'on crée nos croyances. Et on se rend compte que dès 4 ans, on crée des stéréotypes de genre. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on aide les entreprises et les collaborateurs et collaboratrices à identifier des actions concrètes qui peuvent être mises en place dans l'entreprise en fonction des sujets. Ça peut être des sujets santé, parentalité, carrière, tech, recrutement. Et enfin, on demande à chacun et chacune des collaborateurs et collaboratrices de s'engager. Donc chacun repart avec sa carte défi qui est une carte d'engagement sur laquelle on choisit l'action que je veux faire. Ça peut être, je vais dire à toutes mes copines d'aller chez le gynéco dès que je les vois. Ou bien ça peut être, je vais porter la mise en place d'un programme de retour de congé maternité. Ou bien ça peut être, je vais mettre en place des protections menstruelles dans l'entreprise et ça va être mon combat. Chacun s'engage. Il y a une deadline qui doit être mise en place dans les 3 mois, parce que la différence entre un rêve et un projet, c'est une date. Et enfin, un buddy, parce que si on n'a pas de témoin à notre engagement, en fait, on ne s'engage pas vraiment. Et on a la chance de voir qu'en fait, il y a un impact. Dans les entreprises, on nous rappelle en nous disant voilà, moi je m'étais engagée à déployer la fresque et aujourd'hui j'ai été formée et j'ai fait 4 ateliers. Je me suis engagée à porter les sujets de négociation salariale dans mon entreprise. Et en fait, je crois vraiment que tout le monde peut agir. Et puis PwC, c'est un excellent exemple. On a formé 5 personnes en interne de l'entreprise. Et aujourd'hui, on me disait que vous étiez à plus de 100 collaborateurs et collaboratrices, partenaires et directeurs qui ont été formés. Ça, c'est incroyable. Donc ça veut dire que dans la salle, dans ces salles-là, il y a 100 personnes qui ont pris un engagement et qui vont donc petit à petit faire avancer les choses. C'est l'effet colibri. Moi, j'y crois et j'espère que vous aussi, parce qu'on a besoin de vous. Merci d'avoir partagé ces éléments très concrets sur les solutions. Maintenant, ce que je vous propose, il nous reste quelques minutes. Si on se met à rêver un peu, si on doit imaginer un avenir du travail qui serait réellement inclusif pour les talents féminins, il ressemblerait à quoi? Je commence. Alors, en plus, moi, je suis une grande rêveuse, donc ça peut aller très loin. On a quelques minutes pour rêver un peu. Autorisons-nous ça. On va faire. Alors, je dirais une entreprise où les hommes ne sont plus des alliés à la marge et ils sont des alliés au centre et acteurs. Une entreprise où les femmes qu'elles traversent, voilà, qu'elles aient de l'endométriose, qu'elles vivent des fausses couches, un deuil périnatal, des parcours PMA, qu'elles vivent des cancers, etc., qu'elles n'aient plus à faire de compromis entre leur carrière et leur santé, parce qu'elles sont dans des entreprises où la sécurité psychologique, et j'aime beaucoup ce mot de sécurité psychologique, est présente en fait pour leur permettre de trouver les solutions, quel que soit le moment de vie. De nos règles jusqu'à la ménopause, les femmes, on va être amenées pour certaines et pour une grande majorité à vivre des moments qui peuvent être des moments vulnérables. Le moment le plus connu est celui de la maternité. Pour d'autres, ça va être des moments hors maternité. Et c'est d'être sûr que dans chaque entreprise, on a cette sécurité psychologique qui nous permet en fait de vraiment nous épanouir parce qu'on a des clés, on a des solutions, on a des dirigeants, des hommes et des femmes qui comprennent que ce n'est pas un sujet de femmes et que ce n'est pas un sujet discriminant, mais c'est un sujet de durabilité, parce que les femmes, on représente 40% du GDP, donc c'est le PIB européen, quand bien même on est à temps partiel pour une grande partie d'entre nous. Donc c'est quand même exceptionnel, et en termes d'opportunités économiques, ne pas investir là-dessus, je ne comprends pas. Donc j'aimerais bien aussi des fois parler à des économistes pour comprendre comment on peut faire en sorte que... Parce qu'on gagne, on perd plein d'argent en ce moment, en fait, de ne pas implémenter tout ça et faire en sorte qu'on ait des économies durables, des économies autour du soin et qu'on ait des sociétés où tout le monde, quel que soit le moment de vie, qu'on soit un homme ou une femme, vive ces moments de vulnérabilité sans avoir peur de perdre. Voilà. J'adore ton rêve. J'espère que ça va devenir la réalité. C'est quand la date? 2026, ça arrive assez vite. Moi, mon rêve, c'est qu'on passe d'un monde androcentré à un monde qui est vraiment human-centric, donc vraiment centré sur l'humain. Aujourd'hui, on est 8 milliards d'humains, 8 milliards d'ADN différents. Pourquoi est-ce qu'on n'a qu'une seule norme? En fait, on devrait vraiment avoir un monde équitable
où chacun est traité avec un traitement qui va être différencié en fonction de ses conditions et autres. Et en entreprise, ça donne quoi? Ça te donne un leadership qui est en fait individuel, qui est authentique, qui est vraiment incarné, qui est aligné. Donc c'est pas un leadership où les codes, c'est ces codes-là, faut networker à 17h, faut commencer les meetings dès 8h30. Non, c'est en fonction des équipes qu'on a, on va faire des rendez-vous qui commencent, les meetings qui vont commencer à 10h, parce qu'en fait, comme ça laisse le temps à papa ou maman d'aller déposer les enfants. Ça peut être qu'on a des congés qui sont spécifiques en fonction de sa maladie, en fonction de ses conditions. Enfin voilà, un monde qui vraiment prend en compte qu'on est différent. Et ça, c'est ce que tu disais, c'est égal à la performance. La société va performer beaucoup mieux le jour où on traitera les gens de la meilleure façon possible. Parce que, ils seront heureux, donc ils vont donner le meilleur à la société. C'est peut-être un peu utopique, mais j'y crois. J'y crois qu'un jour on y arrivera. Ouais, merci. Puis ça fait du bien justement de se fixer cette belle ambition. C'est ce qui nous met aussi en mouvement. Donc merci d'avoir partagé justement ce que vous faites au quotidien. Ce que je vous propose, c'est de passer à quelques questions. Donc, vous pouvez aussi nous faire part de vos rêves ou tout simplement adresser des questions à nos invités. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher? Je ne sais pas si on a assez de câbles pour le micro. Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Diana Luzi. Je suis également une professionnelle de l'inclusion. Donc déjà, merci beaucoup pour vos retours, vos témoignages et également vos chiffres qui, je pense, nous ont tous fait réfléchir ici. Alors ma question c'est, on a entendu récemment beaucoup de choses au sujet de la diversité qui est plus ou moins décriée et on a entendu l'expression anglo-saxonne diversity fatigue. Est-ce que ça vous parle? Comment vous faites pour maintenir le dynamisme, l'engagement que vous avez aujourd'hui? Ouais, je suis vraiment triste d'en arriver à ce... Merci pour la question déjà. Je suis vraiment triste d'en arriver à ce moment où la société est fatiguée que la diversité, que les gens différents s'expriment. En fait, je pense que ça devrait être la norme. Et ensuite, comment est-ce que moi, j'essaie de le combattre au quotidien? C'est en restant positif et en partageant de la positivité, de l'optimisme. Parce que je crois vraiment qu'au fond de chaque personne, il y a quelque chose de positif. Et c'est juste des personnes qui sont peut-être pas à l'aise aujourd'hui dans leur vie. Donc, si on arrive à les traiter de façon différente et en prenant en compte leurs problématiques, et donc d'être à l'écoute, de créer du dialogue. Parce que je pense que c'est vraiment ça qui va faire changer les choses. Le dialogue, de comprendre qu'il y a des problématiques, donc sensibiliser, et ensuite de se dire que en fait, chacune des personnes peut passer à l'action, y compris les personnes qui aujourd'hui ressentent cette diversité fatigue. Peut-être qu'en fait, en les écoutant et en les sensibilisant, ils arriveront à comprendre qu'en fait, on a besoin de changer les choses. Merci pour votre question. Oui, on l'entend aussi, le gender fatigue. C'est une réalité, je pense qu'il ne faut pas être naïf ou naïve. Maintenant, au quotidien, on a aussi beaucoup d'entreprises, de DRH, de dirigeants, d'hommes et de femmes, comme Emmanuel et comme plein d'autres, qui portent ces sujets et comprennent en fait que voilà, c'est bon pour tout. Et je pense qu'on ne les entend peut-être pas assez, mais nous, on les voit au quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui, personnellement, me donne beaucoup d'espoir. Et Toni Morrison, qui est une écrivaine américaine, elle disait, c'est pas quand les temps sont durs qu'il faut aller dormir. Et c'est là que les artistes doivent aller travailler. Voilà, donc je ne suis pas une artiste, mais j'aime beaucoup cette phrase, parce que je pense qu'elle est très juste et qu'il faut continuer à aller travailler. Et si je peux simplement aussi compléter, je pense que c'est important aujourd'hui de montrer l'exemple par l'action et de montrer que justement on est engagé, que les entreprises restent engagées. Si on a aujourd'hui des talks sur le thème du futur du travail, si on a choisi de porter ce sujet avec des invités engagés aspirantes, c'est aussi parce qu'il y a des entreprises qui continuent à y croire, qui continuent à investir, à mobiliser dans les entreprises, mais aussi leur écosystème. C'est notre rôle aussi à Vivatech. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi garder espoir et montrer qu'on continue d'avancer sur ces sujets parce qu'on l'a vu avec les chiffres, avec la prise de conscience, il y a encore beaucoup à faire. Bonjour, j'avais une petite question par rapport à la fresque de l'équité. Je voulais savoir si dans le cadre de vos ateliers, vous avez déjà fait face à de la réticence de la part d'hommes ou de femmes, peut-être des deux côtés. Et de la même façon, c'est peut-être une deuxième question, mais comment nous, en tant qu'individus, on peut porter la fresque de l'équité dans les entreprises dans lesquelles on travaille aujourd'hui? Parce que je ne sais pas si c'est à nous, en tant qu'individus, de venir chercher les personnes qui travaillent
là-dedans ou si c'est à l'entreprise de faire le travail? C'est un petit peu... Voilà, c'était ma question. Merci beaucoup pour la question. Est-ce qu'on fait face à des personnes qui pensent qu'on raconte n'importe quoi, qui ne croient pas en ce qu'on dit ou qui ne veulent pas changer les choses? Oui, clairement. Mais c'est normal. Parce que, je vais être hyper honnête. Mais ils sont à la fresque. Comment? Et ils viennent. Ils viennent quand même. Bon, certains sont forcés, mais oui, certains viennent aussi parce qu'ils ont envie peut-être qu'on les aide à changer d'avis. Il ne faut pas oublier quand même que notre culture est sexiste et raciste. Donc en fait, je suis sexiste, je suis raciste. Toutes les personnes le sont. On a tous et toutes des biais conscients et inconscients. Et c'est OK. C'est juste la base de départ. Donc là, c'est de se dire qu'on part tous de là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer? Et je pense qu'une fois qu'on est dans la salle et qu'on partage nos chiffres, il y aura des personnes qui vont toujours... pas accepter, en fait c'est une question d'acceptation, enfin c'est un refus d'accepter que la société est telle qu'elle est. On a envie d'être utopique, on a envie de penser que tout se passe bien, que les choses s'améliorent, qu'en fait oui, les femmes peuvent gagner le même salaire que les hommes aujourd'hui. Et ça demande plus de travail de les convaincre, mais c'est les personnes qui arrivent en étant les plus réticentes qui partent en étant les plus actives et en étant les plus alliées. Donc au contraire, moi je veux un maximum de syndicats, d'hommes qui bossent dans la finance, parce que c'est ceux du coup qui sont les plus réfractaires. Je veux qu'ils soient dans les salles, parce que c'est eux qui vont réussir à changer les choses. Si on arrive à leur faire eux changer de mindset, on va réussir à faire changer vraiment le mindset de la société. Et comment est-ce que vous pouvez vous engager individuellement? Bah déjà oui, en nous contactant par email à la fresque de l'équité, enfin fresque-de-l'équité.fr, et à nous inviter à venir pitcher. Et nous, on vient avec grand plaisir rencontrer vos équipes, vos DRH, qui que vous voulez dans votre boîte. Et ce sera votre premier défi avant même d'avoir la carte défi. Donc si vous voulez, je peux vous écrire une carte défi. Comme ça, vous aurez mes coordonnées. Et il faut un buddy, c'est ça, pour accompagner et il faut un buddy, mais je crois que vous êtes deux, donc merci beaucoup. Ouais, et sur la santé, on a rarement des réticences sur les chiffres, parce que quand on parle de santé, c'est souvent la littérature académique et avec une rigueur et une méthodologie qui est difficilement réfutable. Mais ce qu'on va avoir notamment chez beaucoup de femmes, c'est une peur d'être stigmatisée. Et cette peur d'être stigmatisée va créer une forme, voilà, je ne veux pas en entendre parler. Et je ne veux pas traiter le sujet. Les hommes sont souvent plutôt, en fait, beaucoup d'hommes, en tout cas, découvrent tout le temps et à chaque fois, ils viennent et ils nous demandent qu'est-ce qu'on peut faire. C'est vraiment la phrase qui me marque, c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Et la grande majorité des femmes adhèrent, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de femmes qui vont avoir peur d'être stigmatisées pour de bonnes raisons aussi, quand on voit comment les femmes sont rentrées dans le monde du travail. Ça ne veut pas dire que je justifie, mais j'essaye de comprendre d'où vient cette peur de stigmatiser. Et de se dire mais on va donner des clés pour empêcher justement, il y a vraiment des peurs de se dire voilà, parler de nos spécificités, c'est nous mettre dans des postures vulnérables qui peuvent jouer contre nous. Et ça, c'est tout un travail de prise de conscience, et ça prend du temps, mais ça change doucement, et je suis assez convaincue que dans les années à venir, ça ne sera plus un sujet. Ça sera le sens de l'histoire. On n'a malheureusement pas le temps de prendre d'autres questions. Il faut qu'on rende l'antenne, comme on dit. Mais pas de panique. Nos invités, on va pouvoir continuer la conversation en dehors de l'estrade. Merci infiniment d'avoir pris le temps d'être venu, de votre engagement. Ce qui est génial, c'est à la fois le sujet que vous portez et la façon dont vous le portez. Donc merci d'avoir pu incarner ça et voilà, de l'avoir présenté sur un large public. Merci à vous de votre attention. Et puis, avant justement de poursuivre l'échange en dehors de la scène, je tiens quand même à vous rappeler qu'il y a des talks qui continuent. Donc je vous rappelle, c'est le futur du travail aujourd'hui qu'on aborde sur ces talks. À 14h, c'est la Gen Z et l'engagement au travail. Beau sujet. À 15h, c'est l'IA et la gestion des compétences. Autre beau sujet. Et enfin, à 15h45, les clés de l'évolution de ce Future of Work. Rien que ça. Donc voilà, restez avec nous toute l'après-midi. Et merci encore. Merci à vous. Merci.